Mardi 11 septembre 2001. Au petit matin, 19 terroristes d'Al-Qaïda s'envolent à bord de 4 avions. 2 s'écrasent contre les fameuses tours jumelles, le World Trade Center. Un troisième contre le QG de la Défense à Washington, le Pentagone. Un quatrième en Pennsylvanie. Au total, presque 3000 victimes. Certains diront que la vie à New York, aux États-Unis et finalement aux 4 coins du monde, y compris en Israël, en plein cœur de la deuxième intifada, ne sera plus jamais comme avant. Nous avons voulu donner la parole à ceux et à celles qui ont connu de près à des postes sécuritaires clés ces attaques. Émission exceptionnelle de défense, tournée en grande partie ici, à New York. C'est parti, d'abord le retour des faits, signé Océane Nicole. Et mon premier invité, détective sergent Benissel Arnaud, merci d'être avec nous. Nous sommes ici au mémorial donc du 11 septembre, ces attaques. Vous avez perdu des frères d'armes, des policiers. Vous étiez policier du New Jersey Police Department, de la police du New Jersey. Vous êtes venu ici très rapidement chercher vos frères d'armes. Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là? Est-ce que vous pensiez avoir peut-être un espoir de le retrouver? Oui, mon ami était officier à l'école de police pour le département de sécurité. Et leur bureau était situé juste à la sortie du Holland Tunnel à Jersey City. Quand les attentats ont eu lieu, j'étais avec lui au téléphone. Tous les membres de son équipe étaient mobilisés. Ils ont attrapé leurs sacs, ont quitté le bâtiment, ont emprunté le tunnel et sont arrivés sur place après un trajet de 7-10 minutes. Quand ils sont arrivés ici, une tour avait déjà été touchée. J'étais en ligne avec lui et il m'a dit « Tu n'imagines même pas ce que j'ai en face de moi. On ne reconnaît pas l'endroit. » Et je me souviens que la dernière chose que je lui ai dite, ça a été « Ok, on se parle plus tard, fais attention. » Et puis c'était tout. Il était dans la tour nord, celle qui a été percutée en premier par le haut. Quand la tour s'est effondrée, nous avons essayé d'appeler mon ami. Et à cette époque, pour communiquer, nous avions des téléphones où il fallait appuyer pour se parler. Et quand ça ne captait pas, on entendait juste un long bip ininterrompu. Nous avons essayé plusieurs fois, mais je savais, et nous savions tous, au fond de nous-mêmes qu'il était mort, que nous l'avions perdu.
Nous nous sommes rendus sur place avec des centaines et même des milliers de médecins, les services médicaux d'urgence. Et nous avons commencé à fouiller dans les décombres. Nous avons fait une chaîne humaine. Honnêtement, si nous avions été dans un monde parfait ou dans un monde imaginaire, je me disais que j'allais déplacer quelques gravats et découvrir mon ami étendu dans les débris, me tendre la main pour se relever. Mais je savais que ça n'arriverait pas. En tant que policier, quand on est attaqué, ici, c'est le symbole des États-Unis qui est attaqué, comment on se reconstruit ensuite ? C'est une vraie souffrance, parce qu'on passe toute sa vie, toute sa carrière à s'entraîner avec les autres, à s'occuper d'eux et à s'engager pour quelque chose de symbolique, une chose à laquelle on croit. Notre drapeau, notre pays, notre foi, nos croyances. Mais quand quelqu'un s'en prend à ces symboles et les attaque, alors on réagit comme on le ferait pour son enfant ou un membre de sa famille. On passe en mode défensif, on prend du recul et on se tient prêt à se battre, à attaquer. Et à ce moment-là, c'est ce que j'ai ressenti. Il n'y a pas eu que moi. Nous étions des centaines, des milliers de policiers. Ces attaques nous ont tous atteints sur le plan personnel et nous ont affectés. Et ça sera ma dernière question, Mélissa Lernoux. Ce qui est assez bizarre, c'est que vous m'avez dit, en préparant cette émission, que vous avez également compris la peine que vivent les Israéliens au moment de cette attaque, que vous vous êtes senti finalement... Pourquoi moi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est votre sentiment toujours aujourd'hui ? Vous savez, nous entendons toujours beaucoup d'histoires sur les événements tragiques qui se produisent dans d'autres pays. Et parfois, les gens peuvent comprendre votre souffrance. Par exemple, en cas de blessure lors d'un accident de voiture. Mais tant que la personne ne l'a pas vécu elle-même, elle ne peut pas vraiment ressentir cette souffrance ou cette peur. Elle ne ressent pas la douleur sur le moment. Je pense que je peux parler au nom de plusieurs personnes. Quand on entend ce qu'il se passe dans d'autres pays, surtout en Israël, et qu'on connaît des gens qui sont là-bas, bien sûr qu'on compatit et qu'on s'inquiète pour leur vie. Mais on ne peut pas ressentir la même peur que la leur. On ne panique pas comme eux. On ne s'inquiète pas comme eux. Sauf si, bien sûr, on a déjà vécu nous-mêmes cette situation. Et c'est notre cas. Nous avons vécu la même chose. Donc malheureusement, aujourd'hui, quand des conflits éclatent, les gens se barricadent chez eux, à l'abri. Ils courent se réfugier dès qu'ils entendent une sirène d'alerte. C'est une peur que nous connaissons. Je me souviens du jour où j'étais ici après les attentats. Et même si l'espace aérien était restreint, on entendait des bruits d'avions, notamment des avions de chasse et des transporteurs de troupes. Pendant toutes les premières secondes, des centaines et des centaines de secouristes se sont mis à courir partout parce que nous pensions que ça pouvait être encore un attentat, même si plusieurs heures s'étaient déjà écoulées. Donc on connaît ça, on connaît cette peur et pourtant, on fait ce qu'on a à faire. Et je crois que c'est pour ça qu'on réagit différemment. Tant qu'on n'a pas été exposé soi-même à une situation similaire, on ne peut pas se mettre à la place de l'autre. Merci beaucoup, sergent détective Mélissa Lernoux. On rappelle à nos téléspectateurs que vous avez perdu un frère d'armes, un policier ici, derrière nous, dans la tour nord du World Trade Center. Merci beaucoup d'avoir été notre premier invité. Comme le disait à l'instant Mélissa Lernoux, impossible de comprendre véritablement les images de chaos ici. Et nous avons justement posé la question à Ron Agam. Il était l'un des premiers à venir ici. C'est un artiste peintre, mais également un passionné de photographie. Ron Agam, merci de nous accorder quelques minutes de votre temps. Vous êtes généralement un résident de la ville de New York, là pour des raisons de logistique. Vous êtes à Miami, mais au moment où il y a la destruction de la deuxième tour, vous arrivez ici. C'est quoi ce que vous voyez ? Vous voyez des scènes de chaos de partout ? Il y avait un silence absolument invraisemblable avec une masse de gens qui se dirigeaient vers les sorties, c'est-à-dire vers le nord, et une quantité de fumée absolument insensée, de poussière, et en même temps un silence absolu, et des sirènes évidemment. C'était une vision absolument apocalyptique. Et j'imagine, y compris au sein des forces de sécurité, que ce soit les policiers, les pompiers, tout ce qu'il y avait comme responsable de sécurité ici. J'ai eu cette intuition qu'il fallait suivre absolument et arriver à Ground Zero, parce que d'abord je connaissais très bien l'endroit, mais en voyant cette masse absolument invraisemblable d'acier
qui fumait avec toute cette ambiance apocalyptique, moi personnellement, j'ai immédiatement réalisé que c'était un événement de l'ampleur de Pearl Harbor. C'était quelque chose d'unique dans l'histoire américaine, dans l'histoire du monde. Une attaque terroriste de cette ampleur sur la capitale du monde, c'était absolument invraisemblable. Et toute cette masse d'acier, en sachant, c'est-à-dire qu'on était tous en train d'imaginer qu'on aurait vu des milliers de morts par terre, si vous voulez, des corps déchirés, on ne voyait plus rien parce que tout était sous cette masse absolument invraisemblable d'acier et des centaines et des dizaines de pompiers et de policiers qui essayaient de sauver, de voir s'ils entendaient des bruits, des êtres vivants. Or, on a tout de suite compris qu'il n'y avait plus rien à entendre, que tout le monde était mort, que c'était des milliers de morts. Mais que restait-il à filmer? Puisque tout était détruit et on le voit sur les images, de la poussière de partout. Écoutez, c'est l'héroïsme des pompiers d'abord, l'héroïsme des gens qui étaient là pour essayer de sauver. Ils en ont sauvé peut-être un nombre minuscule de gens. Personnellement, quand je me suis dirigé vers le Ground Zero, c'était avant tout pour essayer d'aider, d'être quelqu'un qui venait pour soulager, pour aider, pour s'occuper de victimes. Or, il n'y avait aucune victime de s'occuper parce que c'était un désastre total. Mon côté à moi, c'était le côté sud-ouest et ce qu'on a pu voir, c'était absolument effrayant et d'une gravité, des gens qui pleuraient, des pompiers qui s'embrassaient parce qu'un grand nombre de ces pompiers, il ne faut pas oublier, ce sont des gens qui étaient dans les tours et un grand nombre de ces gens ont disparu et ils ont laissé des témoins, des gens qui étaient venus avec eux, qui sont restés probablement dans d'autres espaces où ils ont pu survivre. Mais à l'heure où moi j'y étais, c'était absolument invraisemblable. C'était cette dichotomie entre les gens qui sont morts et les gens qui ont survécu. Ronagam, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes un artiste peintre, mais également photographe. On voudrait remercier également Avner Avraham de Spy Legends d'avoir permis cette connexion. Merci à vous. À bientôt. Au 89e étage de la tour numéro 3 du World Trade Center, au niveau de l'impact des deux avions, l'impression est terrible. Vue d'en haut, soit à mourir par les flammes, soit sauter dans le vide. Devant la nouvelle tour du World Trade Center, et la question qui demeure, en 2001, y avait-il un problème de coopération, de renseignement entre toutes les unités? Le FBI, la CIA et bien sûr le NYPD, la police de New York. Regardez ce sujet et on en parle juste après avec une femme. Elle était notamment en charge de l'enquête sur les attentats du World Trade Center. Dans les locaux de la CIA, un insigne sur lequel il est écrit « Aujourd'hui, nous sommes le 12 septembre 2001 ». Un symbole témoin d'une douleur encore vive. Comme le souligne la commission du 11 septembre, il n'y a pas eu d'action commune. Pour faire un parallélisme avec le football américain, il n'y a pas eu de quarterback pour répartir les rôles entre chaque agence pour qu'elles agissent ensemble. Un exemple classique, Khalid al-Mindhar et Nawaf al-Hazmi, deux pirates de l'air des attentats du 11 septembre qui vivaient depuis des mois à San Diego sans se cacher. La CIA savait qu'ils étaient liés à Al-Qaïda. Mais les agences n'ont pas collaboré pour surveiller ce qu'il se passait, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Un épisode que la professeure de l'UCLA, Amy Zegart, a suivi de près et qu'elle relate dans son ouvrage consacré aux attentats. Des actions antiterroristes ont été entreprises par 46 organisations différentes, sans stratégie commune, sans budget mutuel et sans aucun mécanisme de coordination. 20 ans plus tard, le partage d'informations est plus efficace. Les nouvelles structures créées après les attentats y sont pour beaucoup, avec notamment la nomination d'un directeur central du renseignement. Et les agences ne font pas que travailler ensemble au sein de l'administration américaine. Elles coopèrent également avec des chercheurs qui ne sont pas en lien avec le gouvernement. Un avantage de taille pour la lutte antiterroriste.
Andersen, merci d'être mon invité. Vous êtes une ancienne responsable du FBI et vous avez géré l'une des enquêtes concernant les attaques du 11 septembre à l'époque. C'était depuis Washington d'ailleurs, depuis le bureau du FBI. Est-ce que vous vous souvenez où vous étiez le jour où vous avez appris, le moment, la seconde où vous avez appris les attaques? Oui, je me souviens parfaitement de l'endroit où je me trouvais au moment de l'attentat. Comme vous venez de le dire, j'étais à Washington. À l'époque, je dirigeais une brigade et à ce moment précis, j'étais en pleine session d'évaluation de performance d'un de mes hommes, qui était lui-même un lieutenant de police à la retraite du département de police du district de Columbia. Donc j'avais fermé la porte pour l'entretien et d'un coup, j'ai entendu qu'on frappait très fort à la porte. Alors j'ai ouvert et on m'a dit qu'un avion venait de percuter le World Trade Center et qu'il fallait que j'allume la télévision. On a arrêté immédiatement l'entretien. On a allumé la télé et j'ai tout de suite su. Même quand j'ai vu le deuxième avion approcher, j'ai compris ce qui se passait parce que j'avais travaillé dans des unités antiterroristes pendant de nombreuses années. Je me suis immédiatement rendue au bureau de notre poste de commandement sur le terrain à Washington où des officiers avaient déjà commencé à recueillir des informations. Mais le souvenir est encore très frais dans ma mémoire parce qu'il y avait aussi une dimension personnelle. Je savais que cette affaire allait sûrement m'accaparer pendant longtemps, alors j'ai appelé mes parents et mes frères. Je leur ai dit que j'allais bien, mais qu'ils ne risquaient pas de me voir beaucoup car nous nous dirigeons vers une enquête à laquelle j'allais devoir me consacrer 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Vous êtes la personne la plus appropriée pour qu'on pose cette question-là. Est-ce qu'il y avait un problème de renseignement avant cette attaque ? Je dirais que nous ne partagions pas assez rapidement les renseignements que nous avions avec tous nos collègues, que ce soit ceux du département de police locale ou du niveau fédéral, et encore moins avec ceux de la CIA. Pendant mes 29 années de carrière au FBI, j'ai personnellement travaillé avec des agents de la CIA. Il est clair qu'il y a eu des failles dans le partage d'informations. Nous avions déjà affecté des agents du FBI au siège de la CIA avant le 11 septembre. Mais pourquoi ? Pourquoi alors ça s'est passé ? Comment ? Où est-ce qu'il y a eu une faille ? Premièrement, parce qu'à cette époque, nous travaillions selon un principe de nécessité de savoir et pas de partage de ce que nous avions. Mais ça a changé après le 11 septembre. Et pour être franche, la CIA a estimé qu'il n'était pas nécessaire de nous transmettre les renseignements qu'elle avait collectés à l'étranger, sauf en cas de suspicion avérée d'un acte criminel. Donc ça, c'est une première raison. Mais le FBI devait aussi certainement protéger ses propres intérêts. Et c'était la culture de la communauté des renseignements de l'époque. Les informations concernant la sécurité nationale étaient tellement prises au sérieux qu'il fallait absolument les protéger. Qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui entre les services ? Alors je parle des services américains, NYPD, FBI, CIA, et d'autres services, peut-être israéliens, allemands, français, pour que de telles attaques, demain, n'arrivent pas contre... Alors ça peut être le World Trade Center, ça peut être l'Empire State Building, ça peut être n'importe quel symbole américain. C'est une bonne question. Et l'une des choses qui a considérablement changé depuis les attentats du 11 septembre, c'est le partage des informations. Maintenant, il faut présenter un document pour demander un renseignement et ensuite récupérer un autre document. Et cela fait partie des mesures que j'ai mises en place quand j'ai travaillé de manière temporaire en Israël début 2001. Les choses ont évolué parce que nous avons commencé à travailler ensemble et nous avons même mené des enquêtes conjointement. Par exemple, si quelqu'un a des informations sur un attentat en préparation, nous nous rendons au service où la personne travaille et cherchons à trouver comment nous pouvons travailler sur ce sujet de manière bilatérale ou multilatérale. Nous demandons à chaque fois s'il y a une personne physique que nous pouvons rencontrer et qui peut nous fournir des informations. Nous mettons à profit les sources et le réseau que nous avons. Donc il y a un travail d'enquête beaucoup plus proactif, ce qui n'était pas le cas avant les attentats du 11 septembre. Et nous avons aussi des conversations beaucoup plus dynamiques et transparentes concernant l'endroit où se tiendront les poursuites en cas de violation particulière. Avant, les États-Unis voulaient toujours que cela se passe sur leur sol, mais les choses ont changé. Les procureurs se sont aperçus que nous devions travailler de manière plus collaborative afin d'identifier le meilleur endroit. Et dans une affaire de terrorisme en particulier, il s'est avéré par exemple que le pays le plus adéquat était la France, parce que là-bas, un suspect pouvait être arrêté légalement et
maintenus en confinement jusqu'au jour du procès. Donc, nous mettons à profit les différentes lois de chaque pays parce que nous ne voulons pas les enfreindre et ça nous permet d'avancer de manière optimale dans notre enquête. Aujourd'hui, la manière dont nous partageons nos informations et nos renseignements est très solide, tout comme notre collaboration avec toutes nos agences dans le pays et avec nos partenaires du monde entier. Merci pour cette note d'optimisme, Lauren Anderson, parce qu'on aura compris. Aujourd'hui, les leçons du passé ont été comprises et retenues. Merci à vous, Lauren Anderson. Merci. Allez, on fait une pause de New York. Nous sommes en Israël pour clore cette première partie concernant les attentats et les 20 ans du 11 septembre avec un invité particulier, exceptionnel. Il a accepté, il n'aime pas généralement parler aux médias. David Ivry, ambassadeur d'Israël aux États-Unis entre 2000 et 2002, général de réserve, ancien pilote de l'armée israélienne. David Ivry, merci de nous recevoir dans votre bureau. Vous êtes aujourd'hui président de Boeing Israël. D'abord, première question, est-ce que vous vous souvenez du premier appel passé au moment des attaques du World Trade Center? À qui et qui vous appelle? Tout a commencé lorsque j'étais en train de prendre mon petit déjeuner avec Dan Goldin, le directeur de la NASA. Nous parlions notamment des entraînements d'Ilan Ramon qui allait rejoindre plus tard la mission spatiale. Et au cours de notre discussion, nous avons vu à la télévision qu'un avion s'est écrasé sur l'une des tours jumelles. J'ai mis fin à notre rencontre et je suis rentré immédiatement à l'ambassade qui se situait à 2-3 minutes de là où j'étais. Une fois à l'ambassade, j'ai appelé Bruce Riedel, cadre de la CIA, à la Maison-Blanche. Personne à ce stade-là ne pensait qu'il s'agissait d'un acte terroriste. Mais moi, je savais que c'en était un. Malgré le fait que dans le passé, des avions de loisirs avaient déjà frappé des tours par accident, comme à Miami, mais ça me semblait être clair, c'était le symbole même des États-Unis qui était touché. C'est l'impression d'un Israélien ou c'est l'impression d'un Israélien plus d'un homme de carrière militaire? Les deux, d'un Israélien, puisque nous étions déjà expérimentés en matière de terrorisme. Et puisque j'avais déjà une longue carrière militaire derrière moi, j'avais déjà dû gérer des situations de crise. Pendant que nous parlions au téléphone avec Bruce Riedel, le deuxième avion a percuté la deuxième tour. Il ne faisait plus aucun doute qu'il s'agissait d'un attentat terroriste. Nous avons terminé ainsi notre conversation. Mais le réseau était déjà saturé, plus aucun téléphone cellulaire ne fonctionnait. Ce n'était pas intentionnel, le réseau filaire était lui aussi quasiment bloqué. Entre-temps, un avion s'était écrasé contre le Pentagone, un autre en Pennsylvanie. Et Jérusalem nous mettait la pression pour évacuer quand même. Je leur ai dit, en tant que pilote expérimenté, qu'il était presque impossible pour des pilotes sans expérience de frapper une ambassade, y compris s'ils disposaient de photosatellites. La preuve, il leur a fallu 2 tours avant de pouvoir frapper le Pentagone. Je n'ai donc pas eu peur, même si à Jérusalem, tout le monde était stressé. Finalement, ce n'est qu'en milieu d'après-midi que nous avons évacué en laissant 2 opérateurs pour répondre aux appels. Les employés ont été redirigés vers ma résidence. On connaît la suite, on connaît cette forte collaboration entre les services de sécurité, entre les 2 administrations. J'aimerais pour terminer une question plus personnelle à David Ivry. Comme je le disais, vous avez une très longue carrière militaire, général de réserve. Est-ce que vous pensez, après tout ce que vous avez vécu, après la guerre des 6 jours, après la première guerre du Liban, après aux Irak, après la mission Entebbe, en plein Washington, être témoin d'une telle attaque, ça vous semblait surréaliste à l'époque ? Cela a été une vraie surprise de voir en quelque sorte la réussite des attaques lancées par Al-Qaïda. Parce que nous savions qu'il y avait des menaces, qu'il y avait une possibilité que des avions soient détournés pour les projeter contre des gratte-ciel. En Israël, nous avions prévu par exemple de protéger notre espace aérien après notre frappe contre le réacteur nucléaire au Irak en 1981. Nous nous sommes entraînés contre tout type d'avions civils qui pourraient frapper nos bâtiments et nous nous sommes protégés en ce sens pour éviter ce type d'attaque. Donc il y avait clairement des menaces plusieurs années avant celle du 11 septembre.
Mais la mise en application du plan a entraîné une énorme onde de choc. Vous savez, c'est une chose de se préparer au pire scénario, mais c'est une autre de voir ça et d'être confronté à cette réalité. Les attentats du 11 septembre ont eu des répercussions immenses sur notre vie. Comment des terroristes, au nom de leur doctrine, ont pu assassiner autant de civils aussi cruellement. Nous craignons en effet depuis des années que de telles attaques aient lieu. En tant qu'Israéliens, nous avions déjà cette expérience, des bus qui explosaient, des kamikazes qui se faisaient sauter dans des cafés, dans des lieux publics. Des images atroces que nous avions déjà vues, que nous avions déjà appréhendées. Je pense ainsi que nous étions plus préparés à savoir comment réagir à ces attaques, comment envisager le jour d'après. L'incertitude du grand public américain était telle que cela leur a asséné un coup psychologique très fort. Leur réaction a été très difficile. Tous les cinémas, théâtres et lieux publics ont fermé, les transports publics étaient vides. Je parcourais en 2 minutes un trajet qui me prenait généralement plus de 20 minutes. Les gens préféraient rester chez eux en raison de cette peur ambiante. Le métro était aussi vide. Je pense que c'était un peu excessif. C'est pour cela qu'Al-Qaïda a imposé de facto un acte sans précédent et conséquent. Merci, David Ivry, ancien ambassadeur d'Israël aux États-Unis entre 2000 et 2002, bien évidemment général de réserve de l'armée israélienne, ancien pilote de chasse et aujourd'hui président de Boeing Israël. Merci à vous de nous avoir accordé vos impressions. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette première partie consacrée aux 20 ans de ces attaques du 11 septembre. Petite pause de 3 minutes à peine et on se retrouve juste après avec des invités exceptionnels. Restez avec nous, notamment le chef de la police de New York, le NYPD. On se retrouve juste après à New York. Deuxième partie de notre émission consacrée aux 20 ans des attaques du 11 septembre. De retour à New York, de retour au cœur de la ville qui ne dort jamais, Times Square. Vous le voyez derrière moi, des Américains, des touristes. Mais on le disait en amont, les règles de sécurité, de sûreté intérieure ont changé, ont évolué. Ou comment n'importe quelle cible peut être attaquée par des terroristes. Alors il s'agit bien évidemment des frontières, des aéroports, des ports maritimes, mais également ici, des lieux publics. Regardez ce sujet préparé par Liz Benkemoun. On se retrouve juste après avec un invité exceptionnel, le chef de la police de New York, le NYPD. Regardez. Le terrorisme n'a pas commencé le 11 septembre 2001, mais cette journée noire a changé la face du monde, notamment en termes de sécurité. Suite à ces attentats, le niveau de contrôle dans les aéroports et les avions a considérablement augmenté. La première question qui taraudait tous les professionnels était aussi simple qu'effarante. Comment les 19 pirates de l'air avaient-ils réussi à passer les différents points de contrôle dans les aéroports ? Le jour des attentats, certains des terroristes avaient activé les détecteurs de métaux, mais avaient tout de même été autorisés à monter à bord après que le contrôle au détecteur manuel n'ait rien révélé d'inhabituel. Dans les mois qui ont suivi l'attaque, des représentants de grandes compagnies aériennes sont venus en Israël pour se renseigner sur les procédures de sécurité d'El Al. Et les procédures d'inspection des passagers aux différents postes de contrôle ont subi de nombreux changements. Par exemple, dans les aéroports aujourd'hui, les passagers subissent une fouille au corps avant ou après le passage au détecteur de métaux. 2 jours après les attentats, la Federal Aviation Administration des États-Unis a interdit tous les types de couteaux dans les avions, puisqu'il s'est avéré que c'est ce qui avait permis aux terroristes de prendre le contrôle des appareils. Mais d'ailleurs, comment avaient-ils réussi à faire irruption dans les cockpits sans encombre ? Parce que les portes étaient fragiles. Il a donc rapidement été décidé de renforcer les portes des cockpits au point que dans de nombreux avions, elles sont désormais blindées et ignifugées. Par ailleurs, plusieurs avions ont également été équipés de caméras de vidéosurveillance afin que les pilotes puissent regarder ce qui se passe dans la cabine. Et certains pilotes ont même été autorisés à porter une arme pendant le vol pour se défendre. Enfin, un nombre croissant de gardes armés ont commencé à être embarqués sur des vols commerciaux. Depuis le 11 septembre 2001, plus aucun attentat avec détournement d'avion n'a été effectué, ou du moins n'a réussi. Mais la peur continue de dicter les pratiques sécuritaires au sol et dans les airs jusqu'à ce jour. Comme
Dermot Shea, chef de la police du NYPD, merci. C'est un honneur de vous inviter dans le cadre des 20 ans des attentats du World Trade Center. J'ai lu que le jour des attaques, vous étiez en service proche du Bronx et que vous avez été appelé en renfort pour aider les vôtres. Mais vous aviez l'impression à l'époque de ne pas pouvoir faire grand-chose. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez fait au moment des impacts? Honnêtement, je me souviens de chaque seconde de cette journée. J'étais à la maison avec mon fils, qui avait 2 ans à l'époque. Ni la radio, ni la télévision n'étaient allumées. Je suis allé rendre visite à ma mère et quand elle m'a ouvert la porte, j'ai vu à l'expression de son visage qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je suis rentré dans son appartement et j'ai vu les images des avions qui percutaient les tours à la télévision. Je me suis immédiatement détourné de l'écran. J'ai appelé ma femme et je lui ai dit qu'il fallait absolument que j'aille au bureau. Je lui ai laissé mon fils et je suis allé travailler. Et une fois arrivé sur place, vous ressentiez quoi? Qu'avez-vous vu? Quand j'étais en route, je savais qu'il s'était passé quelque chose d'horrible. Mais à ce moment-là, je ne savais pas que ça impliquait vraiment. J'avais le sentiment qu'on allait entrer en guerre. Je me demandais même si j'allais revoir mes proches un jour. J'allais au travail en me posant ces questions, parce qu'aujourd'hui, on sait ce qu'il s'est passé. Mais à l'époque, on n'en avait aucune idée. On savait juste qu'il y avait une série d'attentats. On ignorait ce qui allait se passer après. Et je crois que les gens ont tendance à oublier ça. Mais il y avait eu déjà une attaque contre le World Trade Center, c'était en 1993. Pouviez-vous imaginer un tel scénario en 2001? Non, personne n'était préparé à ça. J'étais au travail le jour de l'attentat du World Trade Center de 1993, mais ce n'était pas pareil. Même si c'était le même bâtiment, c'était complètement différent. L'impact de ces attentats sur tout le pays a été tout simplement inconcevable. Mais qu'est-ce que vous ressentiez? Ce n'est pas seulement le World Trade Center qui était attaqué, pas seulement la police de New York, mais tous les États-Unis dans leur ensemble. Je suis très patriote et j'aime mon pays de tout mon cœur. En ce jour-là, j'ai eu le sentiment qu'on nous déclarait la guerre. J'imagine qu'à ce moment, les Américains ont ressenti la même chose que ceux qui avaient vécu l'attaque de Pearl Harbor. C'était un attentat contre notre pays et contre tout ce qu'il représente. Et quand j'ai vu toutes les manifestations de soutien qu'il y a eu après cette épreuve terrible, j'ai trouvé ça très beau. Tous ces gens de toutes les origines se sont rassemblés pour se soutenir. Je me souviens aussi des bons moments. Le soir du Nouvel An, un peu plus de 3 mois plus tard, je travaillais. Et le Nouvel An à Times Square, c'est toujours un moment où on est très occupé. Mais cette fois-ci, ce n'était pas une année comme les autres. D'habitude, c'est une atmosphère particulière. Les gens attendent de voir le lâcher de la boule géante, mais là, il y avait des gens du monde entier, pas seulement des New-Yorkais. Ils étaient tous assis à Times Square à chanter des chants patriotes. Et ça, c'était vraiment magnifique. Ça fait partie des moments que je n'oublierai jamais. Vous étiez à l'époque lieutenant, si je ne me trompe pas. J'étais lieutenant et je dirigeais des inspecteurs. Alors je vous pose aujourd'hui la question, lorsque vous êtes en guerre, vous répondez immédiatement, sévèrement et puissamment. Et je m'adresse aujourd'hui au chef de la police. Mais si vous l'étiez à l'époque, quelle aurait été votre réaction? Comment répondre à un acte de guerre? Je crois qu'il faut répliquer à plusieurs égards. Et avec le poste que j'occupe aujourd'hui, ce serait sans doute un peu différent parce qu'il faut répondre. Mais en même temps, il faut aussi savoir prendre du recul et s'assurer que tout le travail de préparation qui a été fait en amont, en prévision d'un incident terrible comme celui-ci, est bien fait. Les équipes doivent faire ce à quoi elles ont été préparées, entraînées. Généralement, la réaction la plus courante qu'on voit, c'est que toutes les unités réagissent en même temps. Et je crois que
ce n'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Donc on espère que les entraînements vont porter leurs fruits et que les procédures qu'on a mises en place seront efficaces pour nous assurer que les habitants de la ville seront en sécurité, que les plans d'évacuation fonctionneront. Et pour ça, nous devons diriger nos hommes au mieux et je crois que nous le faisons bien. Est-ce que vous partagez cette doctrine sécuritaire qui existe en Israël depuis des décennies? Est-ce que vous êtes d'accord d'appliquer cette doctrine sécuritaire? Je crois que la collaboration entre les individus à l'échelle mondiale est l'élément le plus important pour assurer la sécurité des gens. J'ai l'impression que les frontières se sont estompées et que quand il y a quelque chose qui se passe en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud ou du Nord, les réactions sont quasiment instantanées. Et ça, c'est une bonne nouvelle en termes de coopération entre les membres des forces de l'ordre, l'armée et les dirigeants du monde entier. Nous devons nous assurer que nous faisons tout notre possible pour protéger nos peuples. Cette collaboration est indispensable. Chacun partage avec les autres les informations dont il dispose et je crois que c'est l'héritage du 11 septembre. Nous devons nous assurer que les gens vivent leur vie normalement sans avoir à se soucier de ces événements. Notre rôle se passe en coulisses. Nous récoltons des renseignements, renforçons des infrastructures et mettons des procédures en place dans le seul et unique but que ce genre d'attentat n'ait plus jamais lieu. Nous savons que vous avez hérité du travail de l'ancien chef de la police, Ray Kelly, ancien chef du NYPD, qui a pris ses fonctions en 2002, qui a révolutionné cette conception et renforcé le département des renseignements au sein de la police de New York. Oui, je pense que c'est vrai qu'il faut accorder beaucoup de crédit au commissaire Kelly. C'est important de regarder 20 ans plus tard ce qu'il s'est passé. Il est arrivé peu après les attentats et a élevé notre système de renseignement à un niveau exemplaire de classe mondiale. Il a fait un travail remarquable pour assurer la sécurité des New-Yorkais qui est largement reconnue et il faut lui reconnaître cette réussite. Et tous ceux qui lui ont succédé se sont inspirés de lui. Ils observent les faits et adaptent leur programme en fonction. Il a fait en sorte que nous continuions à évaluer les menaces et à travailler avec nos partenaires et pas uniquement avec ceux de New York. Nous avons des postes partout dans le monde, notamment en Israël, en France et dans beaucoup d'autres pays. Nous récoltons des informations. Il s'agit de renseignements utiles et nous agissons en conséquence avec nos mesures antiterroristes. Nous travaillons avec les forces de sécurité au niveau local et national pour protéger les New-Yorkais. Je crois que c'est ça notre message et c'est ce que nous nous engageons à faire. Pensez-vous que la clé de la solution ici, c'est une coopération en interne, NYPD, FBI, CIA, ou aussi avec des services étrangers dans le monde, comme en Israël, avec le Shabak et le Mossad par exemple? Je crois que c'est tout ça. C'est une coopération entre dirigeants à plusieurs niveaux pour travailler ensemble et partager des informations. Et quand vous regardez ce que nous faisons pour éviter des attentats, c'est exactement ce que nous voulons mettre en œuvre. Notre objectif n'est pas d'arrêter et de traduire en justice quelqu'un qui vient de commettre un attentat. Nous voulons éviter que l'attentat se produise et nous voulons trouver le juste équilibre entre vivre dans une société libre, comme c'est le cas dans ce pays que nous aimons tant, mais en même temps, mettre en place des mesures qui équilibrent les droits de chacun tout en assurant la sécurité de nos citoyens. Et je crois que ça commence avec ce que vous venez de dire, les informations, les données et la collaboration. Mais nous devons avoir une approche à plusieurs niveaux et mettre des bureaux en place aux bons endroits pour protéger les individus, travailler avec des partenaires pour nous assurer que les enquêtes sont faites et que nous utilisons les renseignements que nous avons. Mais nous avons aussi des officiers déployés dans la ville. C'est un processus qui nécessite plusieurs étapes. Dermot Shea, ça sera ma dernière question. Vous avez dit que vous étiez avec votre fils le jour des attaques et je crois savoir aujourd'hui qu'il est officier du NYPD. C'est fou, ne serait-ce que d'y penser. Et j'imagine qu'il vous rend fier. C'est une leçon d'humilité pour moi de voir que le cycle de la vie se poursuit et c'est quelque chose qui se produit assez souvent. Dans mon cas, comme vous l'avez dit, j'étais avec mon fils quand j'ai appris pour les attentats et aujourd'hui, c'est lui qui assure la sécurité des gens dans les
les rues de New York. Mais c'est souvent le cas. Nous avons perdu 23 membres du NYPD lors des attentats du 11 septembre. Nous avons perdu des centaines de gens qui ont succombé à des maladies provoquées par ces attentats. Et il y a beaucoup d'enfants dont les parents ont été victimes des attentats qui se sont engagés dans la police. Ce sont eux qui font vivre notre héritage et nous en sommes conscients. Nous sommes extrêmement fiers d'eux et je sais que leurs proches qui les regardent d'en haut ressentent la même fierté. Dermot Shea, chef de la police du NYPD, à la tête de 40 000 policiers. Merci d'avoir été mon invité. Espérons le meilleur pour l'avenir. Merci. Le meilleur est à venir. Nous sommes donc toujours à New York pour évoquer cette opération militaire américaine, l'opération Liberté immuable, décidée par le président George Bush en octobre 2001 d'envoyer des troupes en Afghanistan. D'abord pour traquer les talibans et deuxièmement pour trouver le cerveau des attaques du 11 septembre, Oussama Ben Laden. Regardez ce sujet préparé par Océane Nicole et nous retrouvons juste après, justement, celui qui a fait partie de ce raid lancé par les Team 6, les Navy Seals, les commandos de la marine américaine, Rob O'Neill. Regardez. 7 octobre 2001, les États-Unis lancent l'opération Liberté immuable. Objectif, détruire l'organisation Al-Qaïda, renverser les talibans du pouvoir, mais aussi et surtout arrêter Oussama Ben Laden, responsable des attentats du 11 septembre. Au total, 2500 soldats américains sont immédiatement envoyés en Afghanistan. L'OTAN s'engage elle aussi sur le terrain afghan et près de 5000 soldats de plusieurs pays sont déployés sur place. Les combats et les bombardements sont intenses, les talibans sont chassés du pouvoir et Kaboul, la capitale, est prise par les forces de la coalition. Même sort pour Kandahar, le bastion taliban tombe. Oussama Ben Laden reste quant à lui introuvable. En 2008, Barack Obama devient président des États-Unis. Entre 2010 et 2011, 100 000 soldats américains seront déployés dans le pays. Le 1er mai 2011, près de 10 ans après les attentats du 11 septembre et après plus d'une décennie de tracts, l'objectif ultime de Washington est enfin atteint. Oussama Ben Laden est tué au Pakistan par un commando des forces spéciales de la marine américaine. Ce soir, je suis en mesure d'annoncer aux Américains et au monde que les États-Unis ont mené une opération qui a tué Oussama Ben Laden, le dirigeant d'Al-Qaïda, un terroriste responsable du meurtre de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants innocents. Justice a été rendue. Le but de l'opération américaine lancée en 2001 est donc atteint, mais il faudra attendre avril 2021, soit plus de 20 ans après le début de la guerre, pour que le nouveau président américain Joe Biden annonce la date du 31 août pour le retrait de tous les soldats américains présents en Afghanistan. Ce conflit aura coûté au total plus de 2260 milliards de dollars, soit plus de 1860 milliards d'euros. 2455 soldats américains ont été tués au combat, ainsi que 1444 soldats des forces alliées. Le 15 août dernier, les talibans changent la donne. 20 ans après avoir été chassés par les Américains, ils reprennent Kaboul sans aucun combat. Le président afghan qui a fui à l'étranger capitule et déclare sur les réseaux sociaux « Les talibans ont gagné ». Plus de 400 missions, 2 médailles du silver, 4 de bronze. L'un des principaux personnages de cette guerre américaine en Afghanistan, Robert O'Neill. Merci énormément d'être mon invité pour cette émission spéciale consacrée aux 20 ans du 11 septembre. D'abord, les talibans viennent et affirment avoir conquis plus de 90% du territoire d'Afghanistan après le retrait américain. Votre impression ? C'est vraiment dommage que nous ayons laissé les choses évoluer de cette manière. Les États-Unis et leurs alliés ont accompli leur mission à ce moment. Nous sommes allés là-bas, nous avons éliminé notre ennemi. Nous devions nous débarrasser des talibans et nous aurions dû laisser quelques hommes sur place parce que nous savions que Ben Laden était au Pakistan, mais que nous aurions aussi d'autres cibles par la suite. Mais nous ne l'avons pas fait. Nous avons fait ce que nous faisons toujours. Nous avons laissé trop d'hommes politiques et d'avocats s'impliquer et décider. Au lieu de faire ce qu'ils avaient à faire, les Marines, l'armée américaine,
américaines et les soldats ont dû construire des écoles, alors que ce n'est pas notre mission. Donc c'est regrettable de voir que nous sommes dans cette situation. J'ai combattu dans de nombreux endroits du monde entier et je crois que les gens veulent juste continuer à mener une vie normale et malheureusement, à cause de la résurgence des talibans, ça ne va pas s'arranger. Est-ce que vous avez l'impression que votre mission, celle que tout le monde connaît, en mai 2011, a servi finalement peut-être pour rien ? Non, la mission était parfaite. C'était exactement ce que nous voulions faire. Nous devions éliminer le cerveau des attentats du 11 septembre. Pas celui qui les avait organisés, le cheikh Khalid Sheikh Mohammed, mais Oussama Ben Laden, parce que c'était celui qui représentait le visage du mal. Donc nous devons y aller et le tuer. Pas seulement pour les États-Unis, mais pour nos alliés. Israël l'avait déjà fait aussi. Et peu importe l'endroit où il était, nous devions le débusquer et l'éliminer. C'est important que les terroristes le sachent parce que c'est ce que nous faisons. Nous l'avons prouvé, Israël aussi. Nous agissons pour des bonnes causes. Si les terroristes baissent leurs armes, nous aurons la paix. Et le problème, quand vous voyez le fait que les États-Unis se retirent et que les talibans reviennent presque victorieux, vous ressentez quoi ? Ça ne m'intéresse pas qu'ils revendiquent la victoire, parce que quand on se bat contre des gens comme ça qui n'ont pas d'idéologie, ils vont forcément déclarer qu'ils ont gagné, peu importe le résultat. Ils font tout le temps ça. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils mentent. Les terroristes nous mentent. Et c'est dommage de voir ça. Je ne considère pas les talibans comme une menace pour ceux qui ne vivent pas dans la région. Ils veulent juste leur valer et reconquérir le pays. C'est regrettable pour les habitants qui vont devoir subir ça, surtout pour les jeunes femmes et même toutes les femmes en général, qui vont devoir protéger leurs enfants, car les talibans ont commencé à attaquer des écoles. C'est vraiment dommage. C'est un domaine où nous essayons de rester politiquement corrects et nous essayons de gagner cette guerre sans trop de dommages collatéraux, mais c'est impossible. Quand on est confronté à des terroristes, on les tue, on dit à leurs alliés de ne plus recommencer et on quitte le pays. Racontez-nous s'il vous plaît, nous sommes entre le 1er et le 2 mai 2011. Vous êtes en tête de votre mission des Team 6. Vous rentrez dans cette maison à Abbottabad, au Pakistan. Qu'est-ce qui se passe ? Racontez-nous. Le moment qui a vraiment été intéressant, c'était le vol aller. Nous avions 90 minutes de trajet pendant lesquelles nous aurions pu être tués à n'importe quel moment et on ne pouvait même pas s'en plaindre parce que nous étions dans le territoire d'une nation souveraine. J'étais avec mes hommes avec qui j'avais déjà travaillé lors de centaines de missions. Je regardais comment ils géraient cette mission et nous avions compris une chose importante. Si on commençait à s'inquiéter, c'était une perte d'énergie. Donc pendant le vol aller, ils se sont endormis dans l'hélicoptère. Et moi, ça me donnait l'impression qu'ils avaient vraiment du sang-froid. Ils étaient en train de dormir alors qu'ils étaient en chemin pour la maison de Ben Laden. Mais notre plan était parfait et je savais que j'avais la meilleure équipe pour cette opération. Mais le plan parfait n'a été parfait que dans la salle de préparation parce que quand nous sommes arrivés, le premier hélicoptère s'est écrasé en face de la cour. Et heureusement, le pilote a sauvé la vie de tous ceux qui étaient à bord. Mais il ne pouvait plus planer, alors il s'est posé. Moi, j'étais censé aller sur le toit avec une poignée d'hommes, mais ça ne s'est pas passé comme ça. On nous a lâchés dehors. Et il vaut mieux être préparé plutôt que d'avoir un plan parfait. Je me souviens avoir posé mon pied sur le sol pakistanais en regardant la maison de Ben Laden. Et je me suis dit, la guerre commence, ici. Et nous avons commencé à avancer. J'étais derrière mes hommes. Nous n'étions pas certains que Ben Laden était là, mais nous étions certains que dans le coin nord-est, il y avait une double porte que nous allions détruire grâce à une charge explosive. Ce que nous avons fait. Elle a été soufflée par l'explosion et s'est ouverte. Et il y avait un mur de briques derrière. Quelqu'un a dit que ce n'était pas bon signe, mais en fait, c'était bon signe, car c'était une fausse porte. Et ça voulait dire que Ben Laden était à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe quand vous le voyez ? Je sais que c'est une fraction de seconde, mais à ce moment-là, qu'est-ce qui vous passe par la tête ? Quand j'ai vu Ben Laden, ça faisait entre 5 et 10 minutes que j'étais chez lui avec mes hommes. Et j'étais tout simplement fier de mon équipe, parce que nous savions que la maison tout entière pouvait exploser à tout moment, et que personne n'avait peur. Nous l'avions accepté parce que c'est pour ça que nous étions là, pour une cause juste. Je me souviens avoir vu mon équipe s'avancer doucement, puis rapidement. J'étais vraiment fier. Nous avons pris les escaliers, il y avait un homme, nous l'avons tué. Puis nous avons continué, nous étions 2. Il y avait un de mes hommes juste devant moi et je le suivais. En haut des escaliers, il y avait un rideau. Et à ce moment-là, je me suis dit que Ben Laden devait être là, à droite, qu'il portait sans aucun doute une ceinture d'explosifs. Et pour être tout à fait honnête, je n'ai pas agi par bravoure. C'est juste que j'étais fatigué de réfléchir. Alors je me suis dit qu'il fallait y aller. Est-ce que vous pouvez dire quelle arme vous avez utilisée ? Quelle arme j'avais ? J'avais un fusil d'assaut HK416 qui est un 5 mm 56 et un semi-automatique. J'utilise toujours des semi-automatiques. Je ne fais pas confiance aux automatiques. Donc j'avais un HK416, mais je ne peux pas vous dire quel type de balle il y avait à l'intérieur, parce que je n'ai jamais eu de problème et que je ne veux pas que ça commence aujourd'hui. On connaît l'histoire. 90 minutes plus tard, vous êtes en Afghanistan avec le corps d'Oussama Ben Laden et vous dites au siège de la CIA à la Maison Blanche, Geronimo, racontez-nous.
Nous avons dit Geronimo quand nous avons eu la confirmation qu'il s'agissait bien de Ben Laden, grâce à des photos et à des conversations que nous avons eues avec des membres de sa famille. Quand une jeune femme nous a dit que c'était lui, elle tremblait tellement qu'on a su que c'était la vérité. Donc nous avons transmis l'information à notre chef, qu'il a à son tour communiqué au pays. Et là, nous avons pu crier Geronimo. C'était le nom de code que nous avons utilisé pour dire « nous sommes là ». Ce n'est pas le surnom que nous avions donné à Ben Laden, parce que ça aurait été insultant pour le vrai Geronimo, qui était un guerrier Apache célèbre. Donc nous avons dit Geronimo EKA, les initiales de Enemy Killed in Action, ce qui veut dire « ennemi tué au combat ». Et une fois que vous avez compris que la mission était accomplie, vous avez ressenti une fierté pour vous-même, pour votre équipe, pour votre pays ? J'étais fier pour mon équipe avant tout. J'étais fier d'en faire partie. J'étais très fier pour mon pays. Quand nous avons terminé, nous avons chargé son corps dans un hélicoptère et il nous restait encore 90 minutes de vol. Il fallait encore traverser la frontière. Donc nous nous sommes retenus, contrôlés, tant que nous n'avions pas franchi la frontière. Et au bout de 90 minutes, nous ne savions pas où nous étions, mais nous avons entendu le pilote nous dire « Pour la première fois de votre vie, vous allez être content d'entendre cette phrase « Bienvenue en Afghanistan », ce qui voulait dire que nous avions réussi. Et cette mission, nous l'avions menée pour les personnes qui avaient péri dans les tours, pour celles qui avaient combattu Al-Qaïda dans le vol 93 en Pennsylvanie. Nous nous sommes battus pour toutes les victimes du terrorisme, du radicalisme. C'était un honneur de revenir tous ensemble. Ça voulait dire que nous étions meilleurs qu'eux. Nous nous sommes sentis fiers pendant un moment, avant que la réalité ne reprenne ses droits. Et qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui estiment aux États-Unis que finalement 19 terroristes ont réussi à mettre un genou à terre à la grande puissance, à la superpuissance américaine ? J'espère que les gens se rendent bien compte en mettant la politique de côté de ce qui est vraiment important. Peu importe à quoi on ressemble, peu importe d'où l'on vient, il y a des groupes d'individus qui veulent nous tuer parce que nous n'avons pas les mêmes croyances que les leurs. Et c'est vraiment regrettable. Et je voudrais ajouter que la complaisance tue. Si nous faisons preuve de trop de complaisance, ils essaieront de nous attaquer à nouveau. Si vous aviez, ça sera 2 questions en une. Un mot pour résumer la guerre américaine en Afghanistan et cette collaboration, cette coopération de cette guerre contre le terrorisme menée par les États-Unis et par Israël, ça serait lesquels ? Si je devais résumer la guerre en Afghanistan en un mot, ce serait se souvenir, parce qu'aucun de nous ne veut revivre ça une nouvelle fois. Donc nous devons nous en rappeler pour les gens. Et pour le peuple d'Israël, je n'ai même pas besoin de le dire, mais restez vigilants. Et n'oubliez pas qu'Israël est la seule démocratie du Moyen-Orient. Si nous perdons ça, nous perdons tout. Vous savez quoi ? Une dernière question à laquelle je n'avais presque pas pensé. Si jamais votre fils vous dit « Papa, je vais être un Navy SEAL », vous lui répondez quoi ? Je lui dirais, va à l'école et apprends à piloter des avions. Ne va pas courir dans la boue. Il n'y a qu'à la télé que ça a l'air sympa. Nous avons une devise qui dit, tout le monde veut être un homme grenouille le vendredi, surtout quand il y a encore du soleil. C'est un immense privilège. Merci Robert O'Neill, Bob O'Neill, d'avoir été avec nous dans cette émission. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes l'un des principaux personnages de cette guerre américaine en Afghanistan. En 2011, vous avez mené ce raid américain des Navy SEALs à Abu Tobab, au Pakistan, et vous avez tué Oussama Ben Laden. Merci beaucoup d'avoir été mon invité. Merci de m'avoir invité, c'était un plaisir. C'est la fin de notre émission exceptionnelle consacrée aux 20 ans du 11 septembre. De ces attaques qui ont changé le monde, ou comment 19 terroristes ont mis un genou à terre à la superpuissance américaine, ou comment les mots de doctrine sécuritaire et militaire se sont imposés dans le monde occidental aux États-Unis. Une doctrine connue depuis des dizaines d'années en Israël. Comme on le voit derrière moi, l'armée américaine continue de recruter comme si la guerre contre le terrorisme n'avait jamais cessé. Restez connectés sur i24 News.